J'ai l'impression qu'on est en face de quoi? D'un esclave qui veut s'affranchir, mais qui ne sait pas comment s'y prendre finalement. Vos propos vous engagent. Je venais de poser Oui, mon ça n'engage analyse que à moi propos parce de que je ne peux cette, pas comprendre, je peux le de, démontrer. de, de, Sassou Nguesso a de, été de cette ramené au démarche pouvoir. du Oui, je vais président de la terminer parce République. que si ça n'engage que moi, permettez que je termine au moins mon idée pour que les gens comprennent très bien. Denis Sassou Nguesso a été ramené au pouvoir au Congo-Brazzaville en 1997 par la France. Ça ne souffre plus d'ambiguïté, tout le monde le sait. Les éléments sont là, documentés. Et Tout d'ailleurs, à fait. il y a Jean-François Probst qui le dit si bien, et d'ailleurs que je propose à nos téléspectateurs de suivre. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu, Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Moi, le travail que j'ai fait à l'époque, et je suis encore titulaire dans mon coffre, de la note qui a été remise à Denis Sassou Nguesso avant qu'il parte de Paris pour l'organisation d'un processus démocratique et des élections. Donc, ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Voilà, alors Béchar Tombé, Lundu, lorsqu'on est en face d'une telle situation, Sassou Nguesso sait que il est venu tuer même la petite démocratie naissante au Congo-Brazzaville en s'alliant avec l'impérialiste. Aujourd'hui, il pense que c'est du néocolonialisme que de lui demander d'aller se justifier sur l'origine des fonds. Et moi, j'ai discuté avec les gens qui commençaient à me dire, mais écoutez, est-ce que la France a le droit de poursuivre un chef d'État et puis le Congo est, comment ils appellent ça, souverain, indépendant. Je dis, ça c'est bien de présenter ces facettes, mais ce que vous ne dites pas, comment il est arrivé au pouvoir. Mais en plus, là, c'est la justice. Il suffit d'aller se présenter et de justifier ses moyens, simplement. C'est tout. Bah, On tout n'a à pas fait, dit qu'elle arrive Christian. là-bas, on va l'arrêter. Non, pas du tout. Ils ont acheté des biens sur un territoire français. Ici, la justice, elle est indépendante. Donc, l'origine de fonds pour l'acquisition d'un bien, ça doit être prouvé. Pourquoi avoir acheté, au moment où on vous demande de venir justifier les fonds, on commence à brandir des menaces comme si on était euh, dans une juridiction à la congolaise où le trafic d'influence est monnaie courante. L'Afrique Voilà, du moi, ma Sud, question, elle revient, elle est récurrente. Les Congolais veulent se débarrasser du régime actuel. Il n'y a plus rien à où se- démontrer. C'est un régime qui a échoué, qui a conduit le pays à la ruine. Tout le monde est en train de le constater. Plus d'argent. Voilà, l'éducation à terre, la santé à terre, l'économie à terre. Tout est à terre. La sécurité est tout. Voilà, l'insécurité est grandissante au Congo-Brazzaville. Tout le monde voit, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Ils sont là dans cette misère. Après, il y a des solutions à proposer. Ça, je dis, c'est bien, bravo. Mais comment d'abord se débarrasser de ce mais comment régime? se Ce n'est pas une débarrasser de insulte, ce... ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un, mais s'il vous plaît, lorsque les choses ne marchent pas, à un moment donné, on doit s'arrêter pour dire, écoutez, nous avons trop fait, nous avons trop donné, laissons quand même une chance au Congo-Brazzaville de se refaire. Ce n'est pas qu'on est Mais contre pour quelqu'un, laisser... non, du tout. Christian, si vous m'avez suivi, j'ai dit que le pouvoir appartient au souverain premier. Mais il est Oui, mais établi après, que il faut ce bien souverain expliquer ça. Lorsque premier, vous dites ça, nos mamans ne comprennent rien. le peuple, voilà, en d'autres termes, c'est Qui le doit peuple faire qui est quoi? détenteur du pouvoir. Qui doit faire quoi? Et ce même peuple qui est détenteur du pouvoir est enlisé dans une espèce de résilience négative, où Oui. tout est normal, où quand on a volé, c'est normal, quand on va pour prendre un casier judiciaire au tribunal et qu'on vous exige 5 000, 20 000, c'est normal. Un policier peut se permettre de bastonner un citoyen lambda sans cause réelle, c'est normal. Vous voyez, maintenant, les solutions pour pouvoir dégager ce pouvoir, c'est quoi?
Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver une fois de plus sur RCT. Merci de votre fidélité avec moi sur ce plateau. Béchar Tombé, Lundu, spécialiste en ressources humaines, économiste, ancien directeur des ressources humaines à CGLEC Congo. Bonjour, Béchar Tombé, c'est encore un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Dans votre présentation, il me semble que vous oubliez ma fonction actuelle. J'ai toujours eu l'impression d'être considéré comme un sans-emploi Ben, je dans vous cette en belle prie, ville où je allez-y donc, suis. voilà, vous pouvez Manager de compléter. transition, je suis, et en même temps écrivain maintenant, puisque je viens d'être Ah référencé oui, c'est dans vrai, le... vous me l'avez au- soufflé, vous avez déjà mis, je crois, vous êtes en train de mettre deux livres en plus au même moment, c'est Tout à ça? fait. Le premier est sorti, le second? Le premier, il est en cours de fabrication, pour dire les choses un peu de façon réelle. Il serait dans nos librairies mi-avril. C'était prévu à la fin de ce mois, c'est-à-dire que là, dès aujourd'hui, on aurait pu le voir, mais Oui, quelques mais du moment où questions il est déjà en cours techniques, de fabrication, on peut nous en parler voilà, il est en quelques cours de lignes. fabrication De quoi déjà, traite le exactement. livre en lui-même? On donne un Ben, avant. le premier, c'est un roman qui parle de notre très cher beau pays, le Congo. J'ai fait un rêve, Les héritiers de l'unité, où j'évoque ce beau Congo que nos parents nous ont légué et qu'aujourd'hui, avec les rêves au cours de l'indépendance, après l'indépendance, plus d'un Congolais avait rêvé avoir un pays prospère où il faisait beau vivre, mais le résultat aujourd'hui est tel que nous le constatons, la preuve, on se retrouve autour de cette émission pour en parler. Voilà, les résultats, c'est ce que nous connaissons tous. On va y revenir donc tout à l'heure pour comprendre ce qu'est devenu le Congo-Brazzaville, qui, tout le monde le sait, et tout le monde a toujours dit le beau pays, ce beau pays, le Congo-Brazzaville. Oui, ce beau pays, parce qu'évidemment, le Congo dispose d'énormes ressources naturelles pour rendre évidemment ces populations, j'allais dire, heureuses, dignes, et rien ne manquerait au Congo-Brazzaville. Il y a du pétrole, du bois, les minerais. Vous avez le port en eau profonde, une façade maritime assez large. Il y a également les terres arables. Bref, nous sommes bordés par le deuxième plus grand fleuve du monde après l'Amazonie. Vous comprenez que le Congo, c'est vraiment un paradis. Mais Ben, on y vous reviendra tout à l'heure pour oubliez comprendre. Oui. l'océan Atlantique avec un port en eau profonde et un chemin de fer sur près de 500 kilomètres, c'est pas rien. Donc, le Mais Congo, dans défectueux cette puisqu'il ne posture, fonctionne pas. Chemin de fer Congo-Océan, Brazzaville-Pointe-Noire, 512 km. Jusque dans la décennie 80, les Congolais étaient fiers et heureux de voyager par train. À l'ambiance des retrouvailles s'ajoutait le confort des trains, appelés communément machines ou Micheline, la qualité des services offerts tout au long du voyage et la splendeur des paysages qui raccourcissaient les distances. Dynamique, organisé et efficace, le CFCO proposait une gamme variée de locomotives. Il y avait le train Soleil, initialement désigné par VO aux voyageurs omnibus, le train express, la grande vitesse ou simplement la grande, qui stationnait à chaque gare pour mieux transporter les produits agricoles et les articles des commerçants. Ce train pouvait se donner jusqu'à 2 jours de voyage. On n'oublie pas le train marchandises, Airpool et plus tard le train bleu. Ben, il fonctionne pas, mais c'est parce qu'il y a une mauvaise volonté de la part du gouvernement
congolais de ne pas vouloir le faire, le mettre en valeur. Je pense que si ce chemin de fer est abandonné, de mon point de vue, ça devrait être les conséquences de 92 qui nous a conduit à la fin de règne de Denis Sassou Nguesso au travers de la conférence nationale. Donc, vous voyez, la rancune aidant, il a pensé que si je suis tombé par là, il vaut mieux ne plus voir ce chemin de fer exister d'entrée de jeu, Oui, mais là pardon. aussi, on peut quand même épiloguer. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, ça fait quand même bientôt, sinon 27 ans déjà par là, par coup d'État militaire. Qu'est-ce qui peut expliquer que finalement le chemin de fer Congo-Océan soit abandonné? Si l'homme est dans cet esprit de rancœur, 90, on nous lance une conférence nationale, tous on sait comment on en est arrivé. C'est la grève des cheminots, à moins qu'on ait perdu nos repères. Et cette grève des cheminots a été le levier qui nous a conduit à réaliser ce grand moment d'échange où la démocratie a pris pied dans notre pays. Cependant, celui qui était aux affaires à cette époque, c'est le même président que nous avons actuellement. Vous le connaissez peut-être mieux que moi, que Bon, nous l'homme. le connaissons tous. Non, moi je rappelais Bon, évidemment que le CFCO, c'est tout de même, ce fut, faut peut-être le rappeler, l'épine dorsale de l'économie congolaise. Et le CFCO a coûté quand même 20 000 vies, 20 000 vies congolaises. 20 000, je dis bien. Sa bah, construction a encore que coûté 20 000, 20 000 c'est vies. des Et statistiques. Je pense qu'il y abandonner en a ça eu comme un peu ça, plus, hein. Il y en a eu un peu plus, Monsieur Christian, parce que, voyez, quand on regarde les conditions dans lesquelles ce chemin de fer a été construit et au vu de la modernité actuelle, on se demande, vous voyez la pénibilité qu'il y a dans cette grande forêt qui est le Mayombe, avec une multitude de montagnes, et ça a été fait avec des moyens rudimentaires. Une aventure coloniale qualifiée de civilisatrice. Le livre, en revanche, passe sous silence la déportation massive, le travail forcé et la perte de milliers de vies humaines, celle des travailleurs africains. Particulièrement meurtrier, le chantier du Congo-Océan révèle à lui seul la puissance dévastatrice du système colonial. Et ne pas respecter ce chemin de fer, c'est une insulte à la République, de mon et à la point de vue. mémoire de ceux qui ont perdu leur vie pour la construction évidemment de ce chemin de fer Congo-Océan. Alors nous allons donc faire le décryptage de l'actualité socio-économique et politique du Congo-Brazzaville, en commençant bien sûr par cette affaire qui fait couler tant d'encre que de salive, c'est bien sûr l'affaire du mandat d'amener à l'encontre de Madame Antoinette Sassou Nguesso. La situation a tellement évolué, j'allais dire négativement, au point où on découvre que finalement, son époux, Denis Sassou Nguesso, a même menacé le juge Serge Tournaire. Eh bien, j'ai pris connaissance de cette lettre, Monsieur Christian Perrin. À ma grande surprise, pour une affaire privée, la République du Congo a été engagée par le souverain premier, son chef d'État, dans sa position, parce que cette lettre qui met en avant le Congo m'interpelle. Pour une affaire privée, je pense qu'il y a anguille sur roche, dans la mesure où, quand je parcours ce document, cette lettre, le chef de l'État met en évidence l'immunité des chefs d'État en exercice pour pouvoir brandir cette menace au juge. Lui, euh, pour le commun des mortels, ou pour nos téléspectateurs, les chefs d'État en exercice bénéficient d'une immunité ration personnelle, les protégeant contre toute poursuite judiciaire
étrangères pour des actes commis pendant leur mandat. Toutefois, cette immunité ne couvre ni leurs proches, ni les actes privés ou commerciaux. Dans ce cas, la convocation, elle vise l'épouse du président de la République pour des acquisitions privées, échappant ainsi à la protection présidentielle. Donc, j'ai du mal à comprendre que le président de la République ait brandi cet argument pour pouvoir revendiquer ce droit. Oui, mais le Mais problème, c'est que pendant que vous le dites, lorsqu'on lit la lettre, on comprend très bien que Denis Sassou Nguesso semble confondre les choses. Déjà, dans sa lettre, il semble présenter, voilà, c'est une manipulation, instrumentalisation pour déstabiliser son régime et que, bon, voilà, donc la presse et la justice française seraient bah, effectivement, instrumentalisées, Christian, alors que c'est une affaire privée, comme vous l'avez dit. Les poursuites pénales étant individuelles, on ne peut pas comprendre qu'à son statut, qu'il arrive à confondre. bah, cette confusion, je vais emboîter le pas parce que lorsque je regarde en deuxième lecture, dans sa correspondance, le président associe de manière étroite les notions d'immunité et de responsabilité. Il critique la justice française en invoquant une prétendue violation de son immunité. Force est de constater que l'enquête porte sur des transactions privées et non sur l'exercice de ses fonctions officielles. Par conséquent, l'immunité ne saurait être un levier ni un bouclier contre les accusations de corruption visant ses proches. Donc, vous comprenez avec moi qu'effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, que là, il y a amalgame. On Oui, il y confond a vraiment amalgame. l'immunité et sa responsabilité vis-à-vis de son épouse. J'aurais pu dire un petit mot en passant que, bon, quiconque devant sa femme, devant son épouse, euh, a le droit de réagir. Mais Oui, mais réagir pourquoi a-t-il parce porté que madame, oui, vous la pouvez veste avoir du... raison. Voilà. Tout couple ou tout monsieur qui sont tirés évidemment à son épouse ou bien à sa femme menacée va toujours se défendre. Mais attention, on est là devant la loi. Encore que votre intervention respecte la loi. C'est ça le problème, c'est que ici on est en train de constater une chose. Et vous l'avez dit tout à l'heure, même lorsqu'on parle de l'humilité présidentielle, donc juridictionnelle. Mais là, nous sommes dans un cas où Antoinette Sassou Nguesso était en France en séjour privé. Ce n'était pas officiel. Donc, elle n'est pas Ben, protégée par cette humilité. Ça, Denis Sassou Nguesso le sait. Mais pire encore, c'est que lorsqu'on scrute la lettre, je ne sais pas si vous avez fait attention sur le premier paragraphe. Quand vous lisez le premier paragraphe, déjà là, Denis Sassou Nguesso lui-même avertissait déjà le juge pour lui dire si vous émettez un mandat d'arrêt ou d'amener à l'encontre de mon épouse, retenez une chose, rassurez-vous qu'elle ne viendra pas. Donc en fait, même quand Madame Sassou prend la poudre d'escampette le 4 mars dernier, c'est voilà à la demande de son comme mari. Christian vous le dit assez bien, en menaçant le juge, euh, il adopte délibérément une posture risquée et même contradictoire. Pourquoi je dis qu'elle est contradictoire? Le refus de coopération judiciaire du président peut être perçu comme une obstruction à la justice et aggraver les tensions diplomatiques. Il appelle au respect du droit international tout en entravant une enquête judiciaire légitime, illustrant un double discours sur l'état de droit. De plus, sa lettre ne présente aucun élément factuel prouvant que les biens acquis en France l'ont été avec des moyens légitimes. Il nourrit une dimension politique avec des enjeux internationaux. Qualifier l'enquête d'arrogance juridique et de néocolonialisme Colonialisme, oui, oui, les termes ont été utilisés. détourne l'attention de ces accusations et vise à mobiliser un soutien national. Donc, je pense qu'il l'a fait de façon délibérément pour pouvoir interpeller le peuple congolais à le soutenir
dans son projet et peut-être même interpeller la communauté internationale. Cependant, cette stratégie risque de fragiliser la position diplomatique du Congo, alors que le droit international évolue vers une grande responsabilité des dirigeants et de leur entourage dans les affaires de corruption. Force est de constater que le président tente de justifier ce refus de coopération par des arguments de souveraineté et d'immunité. Mais il ne rend pas compte aux accusations de fond ni ne fournit de preuves tangibles. Cette On va posture revenir vue tout de à notre... l'heure, pardon, Béchard, tomber sur les Je finis éléments. juste, je suis sur le point d'atterrir sur Oui. mon... Donc, cette posture pourrait non seulement aggraver la situation judiciaire de sa famille, mais aussi renforcer l'image d'un régime cherchant à échapper aux mécanismes de lutte contre la corruption. Une approche plus transparente et basée sur les preuves aurait été plus efficace pour défendre sa position sur la scène internationale. Oui, mais j'étais en train de dire, c'est aussi simple que le mot lui-même, parce que là, on ne demande à Madame Sassou que de se présenter et d'aller justifier probablement l'origine des fonds qui lui ont permis d'acquérir ce bien. C'est très facile. Si on ne se reproche de rien, pourquoi est-ce qu'on doit prendre la poudre d'escampette? Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, je pense qu'il est allé beaucoup trop loin en parlant du colonialisme en plus. Denis Sassou Nguesso est-il bien placé pour parler du colonialisme, en tout cas? Je ne pense pas. Et j'ai l'impression qu'on est en face de quoi? D'un esclave qui veut s'affranchir, mais qui ne sait pas comment s'y prendre finalement. Vos propos vous engagent. Je venais de poser Oui, mon ça n'engage analyse que à moi, propos parce que je ne peux pas comprendre, je peux le démontrer. Sassou Nguesso a de été cette ramené au démarche pouvoir. du Oui, je vais président de la terminer, parce République. que si ça n'engage que moi, permettez que je termine au moins mon idée pour que les gens comprennent très bien. Denis Sassou Nguesso a été ramené au pouvoir au Congo-Brazzaville en 1997 par la France. Ça ne souffre plus d'ambiguïté, tout le monde le sait, les éléments sont là, documentés. Et Tout d'ailleurs, à fait. il y a Jean-François Probst qui le dit si bien, et d'ailleurs que je propose à nos téléspectateurs de suivre. Il y avait ici à Paris Denis Sassou Nguesso en exil, que personne ne voyait, ni Chirac, ni Roussin, ni Dupuche, ni les gens qui s'occupaient d'Afrique, qui étaient un peu à la ramasse, comme on dit en français, en perdition dans son bel appartement de l'avenue Rapp. Et on a beaucoup parlé, on a travaillé, on a réfléchi. À l'époque, il avait plutôt le sentiment qu'il ne retournerait jamais, en tout cas pour diriger son pays, puisqu'il avait été battu après le forum de 92-93, et il était battu aux élections. Il était, au fond, assez malheureux de voir qu'après tant d'années passées au pouvoir, depuis l'assassinat de Marien Ngouabi, et lui-même chef de l'État jusqu'à 92-93, il était battu par le peuple, par des élections populaires. Moi, j'ai espéré que quand il est reparti en début 97 d'ici, de Paris, je l'ai beaucoup aidé, avec beaucoup d'amis, nous avons contribué à son retour aux affaires. Moi, j'espérais surtout qu'il appliquerait un programme, des projets allant dans le sens d'une meilleure éducation, d'une meilleure santé, d'une réparation du CFCO, du chemin de fer Congo-Océan, d'une création d'une route qui irait de Pointe-Noire, la capitale économique, à Brazza, etc., etc. Tout ça, malheureusement, après 2 guerres civiles d'août et de novembre 97, a contribué à l'arrivée de Sassou à Mpila et au pouvoir. Il s'était caché au PK-14 longtemps chez son ami qu'on surnomme le général Diap. Tassoua, vous voyez, je connais un peu la chanson. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu, Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Moi, le travail que j'ai fait à l'époque, et je suis encore titulaire dans mon coffre de la note qui a été remise à Denis Sassou Nguesso avant qu'il parte de Paris pour l'organisation d'un processus démocratique et des élections. Donc, ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec
de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Voilà, alors Béchar Tombé, Lundu, lorsqu'on est en face d'une telle situation, Sassou Nguesso sait que il est venu tuer même la petite démocratie naissante au Congo-Brazzaville en s'alliant avec l'impérialiste. Aujourd'hui, il pense que c'est du néocolonialisme que de lui demander d'aller se justifier sur l'origine des fonds. Et moi, j'ai discuté avec les gens qui commençaient à me dire, mais écoutez, est-ce que la France a le droit de poursuivre un chef d'État et puis le Congo est, comment ils appellent ça, souverain, indépendant. Je dis, ça c'est bien de présenter ces facettes, mais ce que vous ne dites pas, comment il est arrivé au pouvoir. Mais en plus, là, c'est la justice. Il suffit d'aller se présenter et de justifier ses moyens, simplement. C'est tout. Bah, On tout n'a à pas fait, dit qu'elle Christian. arrive là-bas, on va l'arrêter. Non, pas du tout. Ils ont acheté des biens sur un territoire français. Ici, la justice, elle est indépendante. Donc, l'origine de fonds pour l'acquisition d'un bien, ça doit être prouvé. Pour avoir acheté déjà une maison en France, j'en sais quelque chose, parce que il a fallu prouver l'origine des fonds pour mon investissement. Oui. Ben, ça s'est fait dans les règles de l'art. Pourquoi avoir acheté, au moment où on vous demande de venir justifier les fonds, on commence à brandir des menaces comme si on était euh, dans une juridiction à la congolaise où le trafic d'influence est monnaie courante. Déjà, à travers cet élément, cette injonction, le chef de l'État venait là de mettre à nu la faiblesse de notre de la juridiction congolaise, les mots dans lesquels nous pataugeons depuis la nuit des temps. Parce que avoir à réaliser cette injonction dans un pays étranger, ça en dit long, de mon point de Oui, vue. ça en dit long parce que là, si le canard enchaîné a publié ça, ça dit ce que ça veut dire. Pour ceux qui peuvent comprendre le message, je crois que le message, il est très clair. Mais après, on se pose la question de savoir si Denis Sassou Nguesso n'est pas tombé dans son propre piège. Denis Sassou Nguesso ne respecte jamais la loi, la Constitution. Tout le monde sait comment il se comporte au Congo. Hein. C'est le monsieur qui se permet tout et probablement qu'il a confondu les justices, disons, oui, la justice congolaise à la justice française, où il est capable de tout orienter, de tout manipuler, voilà, instrumentaliser, faire arrêter même des innocents. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin, mais quand je dis ça, les Congolais comprennent. Et qui s'est dit, il peut aussi le faire en France, ou simplement parce que n'oublions pas que il est arrivé à traiter un juge français de petit juge. S'il nous suit, il va se retrouver. Il a déjà traité un juge français de petit juge, ça fait quelques années, parce que c'était toujours dans le même dossier. Et en ce moment-là, comme, puisque c'était Chirac qui était encore là, ben facilement on réglait, voilà, il y avait des petits arrangements comme ça Ouais. politiques, et puis ça passait pour la deuxième fois pareil. Sassou Nguesso était le préféré à la fois de Chirac et de Helf, parce qu'il avait organisé l'exploitation pétrolière du pays à des conditions très avantageuses pour l'entreprise française. Et quand il arrive, enfin, quand Lissouba arrive au pouvoir, il avait en principe un accord de partage électoral qu'il avait conclu avec Sassou Nguesso et qu'il va dénoncer par la suite. Et ni Helf ni la diplomatie française ne vont le lui pardonner. Et effectivement, ils vont organiser l'offensive militaire de Sassou Nguesso d'un point de vue à la fois tactique et d'un point de vue financier. Et là, je crois que le pouvoir a changé. C'est le jeu de Macron qui est là. Et ben, encore, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la séparation de pouvoir en France. Mais bien sûr Et que le oui, il juge y a qui est là, séparation de pouvoir. probablement, s'est inspiré de ce qui s'est déjà passé. Et s'est dit, Ouais. cette fois-ci, moi, je vais jusqu'au bout. Et au lieu de se présenter pour se justifier, ben voilà, monsieur s'agite depuis son palais en train d'écrire. Et je me posais la question, s'il a écrit ça devant ses conseillers, moi je pense que ses conseillers doivent être virés. Parce que ce qui a été écrit est grave, mais vraiment grave. Vous le dites assez bien, assez grave, et peut-être même au-delà de cette considération de la gravité, engager tout un État
Vous voyez, l'entête de cette correspondance porte l'Institut Présidence de la République du Congo, signé de son président. Donc, vous voyez que l'État congolais a été engagé dans une affaire où on vous vole, mais c'est encore vous qui allez défendre ce pourquoi vous avez été volé. Donc, vous voyez ce paradoxe. J'aime bien le Congo parce que on est des champions dans la mise en œuvre des paradoxes, dans la mesure où euh, en fait, il manque des mots pour pouvoir justifier cette Mais Charles façon de faire. Tombé-Lundu, il y Oui, a un aspect très important qu'il faut aussi noter ici. La lettre, quand vous lisez la lettre, vous avez bien fait de le rappeler. La lettre porte l'entête de la présidence de la République. Elle est signée de Denis Sassou Nguesso. je l'ai dit Moi, tout quand à j'ai lu l'heure. la lettre au début, je n'ai pas cru, franchement. J'ai même appelé des spécialistes pour dire, mais est-ce que... Après, on m'a confirmé, mais non, 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 on va voir sur le canard enchaîné. Et quand je suis allé sur le canard enchaîné, j'ai retrouvé la lettre. Je dis, mais waouh. Exactement. Moi, j'ai Et lu, je n'ai pas j'ai pris compris connaissance comment... de cette lettre, le canard enchaîné. Oui, Et avec les réseaux sociaux, c'est là où j'ai encore été, c'est-à-dire que j'ai été mieux édifié de constater et de voir coucher sur cette lettre la signature du président de la République. D'aucuns ont même évoqué le fait que ça rentrait dans le cadre des fake news, mais le fait que le canard enchaîné l'ait publié, pour moi, je pense il y a un peu de il y a un crédit dans. problème et le problème est sérieux. Mais alors, la question qui devait suivre, un président de la République qui écrit directement à un juge Je vous l'ai dit d'un que pays étranger. c'est à la congolaise les injonctions, le Est-ce qu'au trafic niveau de la présidence, d'influence. tous les gens réfléchissent sur ça? Belle question. Mais on est tombé trop bas là. Mais on n'est même pas tombé, Imagination. Christian. On est, en fait, le pays en lui-même, il a été déjà enterré. Souvenez-vous, lors d'une émission, je vous ai révélé un fait patent. Le président de la République qui vient découvrir que dans son discours à la nation le plus récent, ah non, ben, il y a 6 milliards de dilapidés qu'on devrait normalement retrouver dans les poches des Chaque année en étudiants plus, pendant des années. chaque année, qu'on retrouve dans les poches des individus, sur les 9 milliards. Vous voyez, ça, c'est déjà un élément qui est assez évocateur. Je vous l'avais dit que l'homme découvre pour la plupart du temps ses discours quand il les lit, et ça fait que une fois qu'il a terminé de le lire, il se referme avec lui et le reste, ça a été dit, Oui, on parfois est il en ne se souvient mode, même pas de ce qu'il a déclaré. Mais à ce voilà, sujet, on je est vais en vous mode informer. Je vais vous message informer de... à la nation en Oui. sensationnel médiatisé. Et je vais vous Vous voyez, on est informer dans du puisque vous abordez. sensationnel médiatisé. Ça a été dit, les Congolais ont applaudi, ont applaudi, pardon, et la suite s'ensuit. Oui, le La problème, c'est suite que s'ensuit. lui, quand il fait ses discours, en réalité, il s'adresse à ses partenaires, même pas aux Congolais. Quelqu'un me l'a dit, hein. Ne prenez jamais ses discours au sérieux, parce que lui, quand il fait ses discours, il sait à qui il s'adresse. Point. C'est pas aux Congolais, parce que les Congolais savent que c'est truffé du mensonge du début jusqu'à la fin. Mais sur le volet que vous venez d'évoquer là, vous savez qu'il y a des ONG congolaises constituées qui sont allées déposer une plainte sur cette affaire-là des 6 milliards détournés, je ne sais pas, pendant 10 ans ou, je ne sais pas, des étudiants. Mais quand ils sont arrivés au parquet, tenez-vous tranquille, les magistrats sont mis à trembler. Ils n'ont pas accepté de prendre la plainte. Je ne sais pas si ces ONG sont repartis, mais je crois que la semaine qui va suivre, là, ils vont repartir. C'est curieux qu'au niveau de la Ben, vous justice, voyez, les ONG cela viennent déposer des plaintes et les magistrats, disons la justice, refuse. c'est la preuve de ce que je venais de dire, Christian, dans mon interprétation de cette correspondance. L'homme a confondu euh, les leviers de son pouvoir dans son grand pays, le Congo, notre très cher beau pays, à celui de la France. Donc il s'est dit que la puissance musculaire ou la force de son écriture pouvait traverser les frontières du Congo en influençant la justice française.
ben, ce qu'il ignore, c'est que les conditions de résilience négative qu'il construit pour maintenir les Congolais dans cette méconnaissance ou dans cette acceptation de l'inacceptable ne se reproduit pas en copier-coller avec la France. Vous voyez, Tout à fait. le pays, nous, dans notre pays qu'est le Congo, cette confusion, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui se construit autour de cette résilience négative, n'est pas en effet un signe de force, mais le résultat d'un conditionnement psychologique. Ça, le président de la République a peut-être confondu et a voulu transposer cette situation à notre pays, tout en sachant que ça a été fait de façon un peu maladroite, pour ne pas dire avec beaucoup de maladresse. En s'appuyant sur la situation du Congo où il a réussi à éveiller plus d'un biais cognitif qui paralyse l'esprit critique et empêche l'action collective, ça fait que ben, dans cette continuité, il pense qu'il peut le faire dans un autre pays. Mais Vous voilà voyez? pourquoi je disais tout à l'heure, finalement, il est tombé dans son propre piège. Il se croit libre partout et tout permis. Mais là, il est en face de la justice française et on ne sait pas comment ça va se terminer. Je rappelle d'ailleurs ici, peut-être qu'ils le savent déjà, il y a l'article 131 de la procédure, du Code de procédure pénale de la France. Lorsque vous ne répondez pas, par exemple, à un mandat, ou vous fuyez, comme on dit, la justice est en droit d'émettre cette fois-là un mandat d'arrêt. Donc, Madame Sassou doit peut-être s'attendre. Bon, je ne dis pas que c'est ça, mais je fais ici allusion à l'article, donc j'invoque l'article 131 du Code de procédure pénale français. Les gens peuvent aller lire pour bien comprendre ce qui se passe. Mais je reviens sur, évidemment, vous étiez en train de parler de ce volet 6 milliards. Plus loin, il dira que même au niveau des régies financières, ils avaient l'habitude de dresser, je ne sais pas, des demandes de fonds qui étaient beaucoup plus énormes que voilà les tâches à remplir. Ça aussi, les gens n'ont pas fait beaucoup attention. C'est beaucoup d'argent qui sort comme ça. Alors, généralement, lorsqu'on leur pose la question, lorsqu'ils passent des interviews à l'extérieur, ils ont coutume de dire, et ça c'est Sassou Nguesso qui a coutume de le dire, avec son Premier ministre, que non, bah, écoutez, vous nous interrogez sur les choses que les Congolais ne nous reprochent pas. On nous a jamais, voilà, chez nous au Congo, les Congolais n'ont jamais, voilà, posé ce problème. Alors qu'il y a une première plainte sur, je crois, oui, la dilapidation des 14 000 milliards qui avait été déposée depuis 2023, si j'ai bonne mémoire, juillet 2023, par les ONG congolaises. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Ça n'avance pas. Christian, Et il y a la deuxième, oui, je vais terminer par là, la deuxième plainte, donc c'est celle dont je viens de faire état tout à l'heure, où les ONG se présentent à la justice pour déposer une plainte, la justice refuse, et tout le monde s'agite, non, 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 attention, nous, on ne veut pas entrer là-dedans. Mais c'est quelle justice ça? Et c'est là où je disais, Sassou Nguesso vient de tomber dans son piège. C'est un hors-la-loi. Et là encore, j'assume, voilà, mes responsabilités en le disant ça. bah, vous le dites assez bien qu'il vient de tomber dans son propre piège. Un malin, malin demi, à force de construire des éléments pour enfoncer un peuple, on finit par s'enfoncer avec ce même peuple. Et par conséquent, je venais de l'évoquer tout à l'heure, quand je parle de la résilience négative, c'est bel et bien là un élément fondamental euh, pour lequel notre pays est vraiment enfoncé. Mais ceux qui ont construit cette résilience négative ignorent qu'ils sont eux-mêmes dans ce pays et les effets collatéraux ne peuvent pas les laisser euh, insensibles. Donc, de mon point de vue, quand je parle de la résilience négative, je veux faire allusion à l'acceptation de l'inacceptable, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. On accepte des injustices sans pourtant pouvoir réagir. Elle affaiblit, cette résilience affaiblit la dynamique sociale et économique, ce que vous évoquiez tout à l'heure, où tous les délits constatés sont pris dans la normalité. Donc, on peut voler, mais c'est normal.
Il n'y a pas, Oui, c'est normal parce il que, y a évidemment, ils savent qu'au Congo, ils ne peuvent pas se justifier. Mais malheureusement pour eux, et je le répète ici, nous sommes à l'ère du numérique, plus rien ne se cache. Je vais ben, encore plus rien ne se proposer, hein. cache, comme vous le dites. Cela plonge le pays dans un cycle de stagnation. La preuve, quand on essaie d'interroger plus d'un Congolais sur les fondamentaux du bien-être, hier, on nous a dit l'autosuffisance jusqu'à d'ici à l'an 2024, de Nous sommes déjà en de l'an 2025, hein. 2000 à maintenant, ça fait 24 ans. Je ne prends que ce référentiel. Vous voyez, cette résilience crée une démobilisation sociale. On doute même de la démocratie. On doute même de cette justice qui souffre de ce que moi je pourrais appeler des injonctions. Le chef de l'État vient une fois de plus le prouver aux yeux et aux su de tous que sa justice à lui souffre des injonctions et ne peut être dite dans les règles de l'art. Et ça, Oui, mais moi, il y a aussi un autre aspect que je semble comprendre dans sa réaction, son comportement, c'est que c'est quelqu'un qui est incapable de justifier les fonds avec lesquels il a acquis, évidemment, c'est bien parce qu'il n'allait pas s'agiter comme ça. Si c'était son argent, il n'allait pas s'agiter comme ça. Tout le monde sait qu'il a au moins 111 comptes bancaires en France. Ça a été dit, tout le monde le sait. Il prend l'argent, il vole l'argent du pétrole pour en faire, voilà, son patrimoine à lui. Ça aussi, c'est connu de tout le monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 dollars en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Le journal annonce, Pauline, la publication demain du deuxième volet de cette enquête sur, cette fois, les relations politiques et économiques françaises très haut placées de Lucien Ebata. Et en plus, il y a un problème. Vous avez beau voler chez vous au Congo-Brazzaville, mais construisez au Congo. Pourquoi, lorsque vous volez l'argent au Congo, vous partez construire en France ou acheter les biens en France? Alors que là-bas, évidemment, la justice, c'est normal qu'elle s'interroge. Il y a des biens, des immobiliers qui frisent quand même, voilà, la curiosité. Vous devez savoir, mais comment se fait-il que cette dame, qui n'est que épouse d'un chef d'État, elle n'est pas businessman, si ça se dit, ou business girls, pour avoir tout ça. Et c'est normal qu'on se pose la question de savoir d'où ça vient, et ils sont incapables de justifier ça. Après, ça commence à s'agiter. Pourquoi vous partez acheter des immobiliers là-bas, quand vous volez en Afrique? Après, il faut expliquer. Il m'arrive qu'on m'appelle par la banque.
pour dire, bah, écoute, dans ton compte, voilà, ça fait quand même une année, il faut que tu viennes nous expliquer. Et j'arrive avec les documents, je dis, ben, tout est là. Quand il regarde, il valide, il valide. Là, c'est dans le cas d'une banque. Mais alors, combien de fois? J'ai pris un exemple concret tout à l'heure pour ne pas aller loin. J'ai parlé de ma situation personnelle. Je n'ai pas le droit, mais c'est juste pour vous apporter un élément de conviction, pour Oui, dire que dans ce pays, au niveau de l'Hexagone, quand on s'engage sur un projet qui nécessite un investissement conséquent, il faut prouver l'origine de ces fonds. Voyez? Et dans le cas de cette affaire, comme je l'ai dit dans l'interprétation de ce courrier, ben, pourquoi avoir autant peur si ces biens ont été on les a achetés avec de l'argent propre, passez-moi l'expression. oui, mais Donc, parfois, moi, je pense qu'il va s'appliquer. Ils sont en train eux-mêmes, d'ailleurs, de pousser le juge à aller beaucoup plus loin, parce qu'après, il faut chercher à savoir. Ils peuvent être accusés de blanchiment de capitaux. C'est ça le problème, bien en fait. sûr que oui, ben, c'est l'optique de cette plainte. L'optique de cette plainte, c'est de pouvoir démasquer les financements occultes. L'argent du Congo sur le pétrole, les 14 000 milliards qui sont annoncés et qui disparaissent du jour au lendemain sans pourtant que personne ne dise un mot. Je serais même tenté de dire que les décisions politiques impopulaires passent dans notre pays, non pas parce qu'elles sont acceptables, mais parce que le peuple a été formaté à les tolérer sans résistance en mettant en lumière plusieurs biais cognitifs, ce qui explique cette euh, passivité. Oui, la Je veux prendre un passivité, ça exemple peut du... se comprendre, Béchar Tombelundu. Tout le monde nous dira ici, c'est une population apeurée, tout le monde a peur, traumatisé, et tout le monde sait comment Sassou Nguesso dirige ce pays depuis presque 40 ans. C'est la terreur en permanence pour effrayer tout le monde. Ben, cette Mais terreur, elle ce s'explique que eux de ne façon comprennent pas, scientifique. c'est que pendant qu'ils terrorisent la population, dans le même temps, on parle d'une crise aiguë au Congo-Brazzaville depuis 2010. Ça, ce sont les statistiques de 2010. Plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et je sais que ça s'est empiré maintenant. Là. On parle de la crise, de l'endettement à hauteur de 98% du PIB. On dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, c'est le vide alors qu'on vend du pétrole. Dans le même temps, ils vont ailleurs, par exemple au FMI, pour aller demander des prêts. Et ceux qui sont là-bas, les intellectuels qui sont là-bas, les experts à un moment donné se posent quand même la question, comment se fait-il qu'un pays comme celui-là, qui a du pétrole, qui a du gaz à vendre, ou qui vend du gaz, du pétrole, du bois, tout le temps, ils viennent pour demander des prêts. Que font-ils avec cet Mais argent alors que la population est dans la misère? Mais c'est normal que les juges s'intéressent à leurs biens à l'extérieur. C'est la moindre des choses. c'est c'est la moindre des choses, vous le dites assez bien, et que la terreur qui est organisée pour faire que le Congolais soit passif s'explique scientifiquement. J'ai parlé des billets cognitifs qui bloquent cette intelligence émotionnelle des Congolais que nous sommes. Je vais citer un billet. On a ce qu'on appelle le billet de la normalisation. Comment s'exprime le billet de la normalisation? Plus une situation est anormale, plus une situation anormale dure, plus elle devient acceptable. Je vais prendre un exemple concret. L'augmentation des prix du carburant, des coupures d'électricité, l'effondrement des infrastructures sanitaires, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Tout cela finit par paraître normal, alors que c'est le fruit d'une gouvernance défaillante. Vous voyez? Et comment ne pas se retrouver avec un peuple qui, longtemps euh, entraîné à vivre ce qui est invivable, où vous avez un gouvernement qui va emprunter de l'argent auprès des institutions pour s'enrichir au lieu de développer le pays. Et les recettes pétrolières, c'est encore là les revenus de l'État, pour ne parler que de prendre la chose dans son ensemble, ne sont gérés que par une poignée de personnes. Vous voyez, Et après, là, ça s'agite.
après on s'agite, mais Oui, mais ça nous comment on pousse arrive, également de changer, pardon, Béchar Tombelundo, on va changer de volet parce que là, on a pris assez de temps, il nous reste peu de temps en plus. Ça nous permet évidemment de faire cette transition vers les 600 milliards, puisqu'on parle ici de détournement de fonds, hein, surtout l'argent du pétrole, ça ne passe même plus par le Trésor. Et ça, c'est Mathias Nzon qui le disait, c'est quand même l'ancien ministre des Finances du Congo confirmé par voilà, Clément Mirassa, confirmé par les autres experts, que l'argent du pétrole ne passe jamais par le trésor. Personne ne voit un seul centime de la vente du pétrole. Ramène l'argent qui est à Singapour, ramène l'argent qui est à Dubaï, ramène l'argent qui est au Panama. Mais il y a la Chine, où des individus congolais ont une fortune colossale. Des individus, pas l'État. Une fortune colossale que les 4 millions de Congolais exclus, eux, réunis, ne peuvent pas avoir, même pas le millième. Non, on dit, l'argent se trouve à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, ramenez ça. Mais ça, c'est qu'on ramène de l'extérieur, mais au pays. Pourquoi au trésor, il n'y a rien? Il n'y a pas d'encaisse au trésor. Vous avez déjà été au trésor? Moi qui vous parle, j'ai fait construire une salle forte. Que même une roquette ne peut pas percer. Là. Mais aller ouvrir cette salle forte, il n'y a rien. Il n'y a même pas une fois. Mais je lance un appel aujourd'hui. Que les Congolais demandent qu'on fouille les domiciles des hommes politiques. Là, vous serez surpris. Vous serez surpris des milliards, des centaines de milliards qui sont à domicile. Mais lorsqu'ils ont peur, les Congolais risquent de sortir dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On va sortir un peu cet argent et on paie les salaires. Moi, Mathias, je le sais. Le bois, c'est pareil. Se volatilise comme ça, l'argent va, personne n'a demandé les comptes. Dolizy, dans le sud du Congo, à une centaine de kilomètres de Pointe-Noire. Ce militant de la société civile vient constater ce qu'il ne sait que trop bien. Le bois coupé dans la région continue de sortir du pays en grumes, c'est-à-dire sous forme de troncs quasiment bruts, débarrassés de ses seules branches. Une pratique pourtant interdite par le code forestier congolais. C'est important d'être sur le terrain pour montrer à nos autorités qui font semblant, qui pensent que tout va bien, mais il faut leur parler avec des preuves. Voilà un parc à bois, il n'y a aucune scierie ici. Il n'y a aucune installation ici pour transformer ce bois. Ce bois, tel que vous le voyez, partira sous forme de grumes, alors que c'est interdit. Il y a bientôt 2 ans, les autorités congolaises ont décidé d'appliquer une disposition introduite dans le code forestier en 2000. À partir du 1er janvier 2023, le ministère de l'économie forestière interdit l'exportation de produits bois en grumes. Seuls les produits semi-finis ou finis pourront être vendus à l'étranger. Et pourtant, ce matin-là, au port autonome de Pointe-Noire, c'est à un balai de grumiers, ces camions qui transportent des grumes, auxquels on assiste. Du bois qui est exporté tel quel vers la Chine, selon des témoins. Contacté, le directeur du port n'a pas donné suite. Dans le même temps, on va dire aux Congolais qu'il n'y a plus d'argent, c'est la pauvreté extrême. On est même allé négocier le statut PPTE, pays pauvre très endetté, et ils ont célébré cela, ils ont pris du champagne, ils ont mais vraiment jubilé. Alors, dernièrement, en douane, vous avez suivi le reportage, c'est le directeur, je crois, des douanes du Congo qui disait que le Congo perd 600 milliards de francs CFA, 600 milliards de francs CFA par année, dus, selon lui-même, par des exonérations douanières. C'est quoi cette comédie-là? Et depuis là, on n'a interpellé personne. Ben, j'ai bien évoqué cette situation quand je parle de cette résilience négative, ça conforte mon analyse. Pour parler de 600 milliards, vous voyez, dans ce pays, on ne parle qu'en termes de milliards. 600 milliards, mais franchement. 14 Bref, milliards. je reprends à votre question.
J'ai pris connaissance de cette information le 7 mars 2025 en suivant vos confrères de la matinale, où l'administration douanière de la République du Congo a tenté de justifier la baisse des recettes douanières en orientant le débat vers les privilèges fiscaux douaniers accordés aux sociétés de l'amont pétrolier. Cette démarche semble occulter une réalité fondamentale. Ces avantages, bien que significatifs, sont pour la plupart du temps encadrés par le code des douanes de la CEMAC et donc parfaitement légaux. Les exonérations, ce n'est pas de la tricherie, c'est légal. Mais la véritable question que je me pose à la douane est celle du traitement des affaires des contentieux, puisqu'il parle de la perte du fait des exonérations. Mais en quoi, quels sont les éléments qu'ils mettent en avant pour pouvoir justifier cette perte? Le secteur douanier, c'est un secteur qui est encadré. Il faut expliquer peut-être à nos internautes, à nos fidèles internautes, c'est quoi une exonération. Après, on va bien comprendre. Parce que plus loin, on a entendu le même directeur dire que finalement, ceux qui bénéficient de ces exonérations font venir des marchandises qu'ils vont finalement livrer aux opérateurs, c'est-à-dire, voilà, je ne sais pas si c'est des magasins ou voilà, qui font des affaires avec. Dans la chute de ma réponse, j'ai prévu vous donner comment fonctionne cet élément, notamment au niveau des exonérations. Juste que je voulais faire un petit rétropédalage Oui, quand mais il parle du gagnons secteur aussi le temps, hein, parce que Oui, le temps nous tient beaucoup. le secteur pétrolier Voilà. n'est pas le seul responsable de la perte des recettes fiscales douanières, du simple fait que les procédures de douane sont bien claires. Il y a 4 régimes douaniers. L'exonération totale, conforme aux dispositions de la CEMAC, le taux réduit à 5%, l'administration temporaire et le régime de droit commun. Ça, on peut se conférer à l'ordonnance 021 et 023 de 1989, signée par Denis Sassou Nguesso. Mais comment les exonérations peuvent-ils baisser les recettes? L'État congolais a autorisé aux sociétés pétrolières de pouvoir importer du matériel sans payer les frais et taxes de douane, dans certains cas, dans tout ce qui est matériel pétrolier. Vous voyez, à ce moment-là, il y a des mécanismes qui encadrent. Le directeur de la douane participe à la commission qui donne la latitude à ces sociétés de pouvoir obtenir ces exonérations. Mais après, dans ce cas, par exemple, du pétrole, pardon, est-ce qu'il n'y a pas des compensations après? La compensation, elle se fait dans d'autres domaines. Vous êtes sans ignorer que le coût pétrolier, c'est ça? Effectivement. Bon, c'est même pas pétrolier. Nous n'avons pas l'intelligence nécessaire pour pouvoir faire l'exploration. Vous voyez, les pays qui viennent exploiter le pétrole prennent des risques à aller chercher du pétrole avec l'absence ou l'obtention d'un puits. Mais les fonds qui sont engagés, comment on peut encourager les pays, ces investisseurs à vouloir venir faire ces recherches? On n'a pas une carte minière à jour. C'est ceux qui acceptent de venir exploiter ou faire de recherches qui viennent avec les fonds, avec le risque de trouver ou de ne pas trouver. Donc, pour susciter cet engouement, on met en place des mécanismes qui permettent à ces pays, une fois qu'ils ont trouvé, de pouvoir rentabiliser ces investissements en leur donnant l'opportunité de commander du matériel lié aux travaux d'exploitation en hors taxe. Et même sur les voitures, là où on parle des immatriculations temporaires. Vous voyez que dans la ville, on constate qu'il y a parfois des voitures qui circulent en IT. Ça, c'est un régime douanier qui donne l'opportunité à ces entreprises de pouvoir ne pas payer les droits de douane.
Bon, oui, Et mais là, vous êtes en train de prendre un exemple. Vous êtes longtemps resté sur, par exemple, le pétrole. Et puis bon, mais moi, je viens sur ce qui concerne nos mamans, nos papas, voilà, nos jeunes, ce qui est proche d'eux. J'ai connu à Brazzaville quelqu'un, un monsieur qui était aussi de ce monde-là, de ce cercle, et ils sont nombreux à le faire, ce cercle du pouvoir, qui, lui, il avait des exonérations, il faisait venir du matériel, des marchandises de toutes sortes. Ça pouvait être des pagnes, ou je sais pas moi, l'huile, pourquoi pas, des tomates et autres. Et quand il partait récupérer, c'est-à-dire dédouaner cette marchandise ou ces marchandises, il ne payait aucun franc, donc 0 franc exonéré. Il me montre même l'exonération. Et l'exonération, une fois qu'il m'avait montré plutôt, c'était une exonération autour de 300 millions d'exonération. 300 millions. Il a sorti le matériel devant moi. Il s'est mis à livrer dans les boutiques chez ses partenaires qui attendaient ça. Et quand je me suis dit, mais attendez, si lui déjà à son niveau, à son petit niveau, dans ce cercle fait ça, ça veut dire qu'il y en a qui font plus gros que ça, 10 fois plus que ça. Et c'est là où on se retrouve face à cette situation où on nous parle de 600 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent, on est proche de presque ben, 7. les 600 milliards, Christian, c'est beaucoup d'argent. Le directeur de la douane ne nous a pas évoqué cette situation dont vous faites allusion, pour laquelle je suis tout à fait Oui, moi je d'accord donne cet avec exemple, c'est vous. pour être Lui, proche de c'est la pour ça que j'ai population dit pour tout voir à comment l'heure ça que fonctionne. c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la question de la perte des recettes au niveau de la douane n'est pas seulement du ressort des contrats pétroliers et du pétrolier dans l'amont. Il y a l'aval. Et l'aval, c'est ce dont vous faites allusion, dans le sens où on donne des exonérations à des tierces personnes pour qu'elles soient revendues et que cet argent soit reversé dans les comptes de ceux qui signent ces exonérations. L'exonération. Mais c'est du vol. Je vais plus loin. Dans notre pays, un douanier qui fait correctement son travail n'a pas lieu d'exister. J'ai compris parce que tu sais ce qu'on dit chez nous souvent. Je ne sais pas si c'est la même réalité hein, jusqu'à maintenant. Lorsque vous êtes douanier, tout le monde sait que bon, lui, il est douanier. Et puis, il se met à construire voilà, des buildings, comme disait un autre voilà, monsieur. Mais quand vous vérifiez son bulletin de salaire, après, vous Il vous n'a même posez pas la de... question de savoir comment il fait Comment pour il fait? construire toutes ces villas. Et on Mais revient parce que c'est un là-dessus réseau sur qui les est bien exonérations. entretenu. C'est un réseau qui est bien entretenu où il y a ce qu'on appelle les chiens de chasse au niveau de la douane qui travaillent pour le compte de la hiérarchie. Parce que les exonérations, c'est du ressort du directeur. Donc, il arrête de prendre des gens, des Congolais, pour de moins que rien, en voulant mettre en avant l'amont pétrolier pour justifier la perte de ses recettes. Il y a récemment eu un scandale au niveau de la direction départementale de Pointe-Noire, de douane, je voulais dire. Il est où? Poser la question, où est ce directeur actuellement? Il a été relevé de ses fonctions pour avoir soutenu des collègues qui ont rattrapé, qui ont réalisé un contrôle dans une société pétrolière sur les importations temporaires d'un matériel qui a été exporté mais qui n'est jamais revenu. Ça faisait une bagatelle de 5 milliards de francs CFA. L'élément, vous pouvez le trouver. Si vous n'en avez pas, je pourrais vous le mettre disponible. Ça veut dire qu'au Cet Congo, il argent n'a faut jamais jamais été bien travailler. recouvré. Voilà, cet argent n'a jamais été recouvré et le directeur, tous les dossiers qui évoquent des grands contrôles où il y a réellement des recettes, et si ça tombe sur des sociétés qui sont protégées par ces derniers, ces dossiers sont bottés en touche, passez-moi l'expression. Et par conséquent, qu'on ne vienne pas nous euh, mettre de la peinture noire dans les yeux pour pouvoir nous dire que C'est de c'est la l'amont diversion, oui. pétrolier qui, euh, qui est la cause des baisses des recettes. Le directeur de la douane n'a qu'à laisser libre cours aux vrais douaniers de faire le travail du contrôle dans la procédure de douane
de façon à renflouer les caisses, Et qu'il arrête les si lui-même, injonctions, les trafics évidemment, d'influence. c'est une bonne préoccupation, mais sauf que lui-même doit être dans le système, donc il ne peut empêcher personne. Ils se Ben, connaissent entre eux. je Parce l'évoque que je vous ai dit sans tout à risque de l'heure, me je vous ai tromper. posé la question. Ils ont brandi ça, c'est passé à la télé, les reportages, tout le monde a vu. On a dit 600 milliards de pertes par année, 600 milliards de pertes par année, et personne n'est interpellé. Personne n'a été interpellé. Jusqu'aujourd'hui, personne. Ils savent là où est le mal, mais ne veulent pas régler le problème. Mais on peut venir devant les écrans pour vous dire, on est en train, c'est un peu, je pense que c'est une comédie de très mauvais goût parce que tout à l'heure vous rappelez les 6 milliards des étudiants qu'on pique chaque année pendant, je sais pas, 10 ans. Sassou Nguesso a déclaré, tout le monde a entendu, mais lorsqu'on va à la justice, écoutez, rattrapez-nous les voleurs de ces 6 milliards. On le dit aux ONG, pas question, nous ne voulons pas avoir des problèmes avec le pouvoir en place. Vous voyez ça? Ben, ben, ouais. On est où là? L'impunité organisée, on crée les conditions de, de De non. détruire rarement le pays, c'est ce qu'il faut dire. Le pays il est en Ouais. ruine aujourd'hui, tout le monde est en train de le constater. Et dans le même temps, il y a Martin Berry qui vient de dire qu'il faut accorder au moins un dernier mandat à Denis Sassou Nguesso. Il y a pas que Mbéry Martin, j'ai aussi vu passer une déclaration de la population de Kindamba qui est en train de voir le petit corridor routier se couper en deux et revendiquer la candidature de l'actuel président de la République dans la continuité. Donc, en fait, Christian, je pense que il y a un vrai problème. Mais le vrai problème, je l'ai évoqué en amont. euh, C'est la population? on- non, c'est pas la population. En fait, Les peuples n'ont que on les... doit mettre en place des mécanismes qui Oui. doivent déconstruire cette résilience. J'insiste, c'est la résilience négative dans laquelle le pays est plongé qui nous bloque. Comment elle se traduit? Une tolérance aux abus de pouvoir et à la corruption. Même au Le Congo, crime. voilà. Une défaillance profonde envers la justice et les institutions, un fatalisme politique où le changement est perçu comme une impossibilité, des stratégies d'adaptation individuelle au détriment des actions collectives. Donc, débrouillons l'article 15 en fait. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est Voyez-vous. bien construit et ça fait que même eux-mêmes aujourd'hui se retrouvent dans cette situation de résilience négative au travers des actes qu'ils ont posés. Le fait de ne pas accepter qu'on ait une démocratie digne de ce nom est une forme de résilience négative pour ceux qui sont au pouvoir. La peur de perdre le pouvoir pour ne pas se retrouver devant les juridictions est un élément fondamental pour pouvoir les emmener à comprendre cette vision. Vous voyez, Christian? Donc, de mon point de vue, si réellement on veut sortir le pays de ce bourbier, il nous faut construire ce que moi j'appelle, il faut sortir d'une logique de justice traditionnelle. Vous Oui, voyez, mais la pour être justice classique. terre à terre, Béchar Tombelundu, il faut que les populations congolaises, et je disais tout à l'heure, les peuples n'ont que des responsables qu'ils méritent. Il faut qu'à un moment donné, les Congolais commencent à demander des comptes à ces gens-là, qui reviennent toutefois. Maintenant là, on va vers 2026 et on va en parler tout à l'heure. La campagne a presque C'est pour ça que démarré. je parle de la Les mêmes justice bandits maintenant. reviennent pour continuer à distraire la population. On vous avait promis ça, on n'a pas pu, mais bon, on va faire encore. Et puis voilà, la population court derrière, prend des petites miettes et une fois qu'ils ont voilà opéré leur passage en force, on revient encore crier la misère. Vous savez, le Congo, ça ne marche pas. Je crois que là aussi la population a un problème. Et il faut qu'on en La parle. popu- Ben, il faut qu'on en parle, Christian, il faut qu'on mette en place des mécanismes qui vont nous permettre d'en parler librement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le levier qu'il faut actionner dans le cas du Congo, c'est la mise en place de ce que moi j'appellerais une justice transitionnelle. J'entends par justice transitionnelle, c'est-à-dire que la possibilité de sortir de la justice classique qui punit les délits de manière individuelle et immédiate, mais cependant, la justice transitionnelle, elle, est un ensemble de mécanismes qui permettant de gérer les crimes de masse, les abus systémiques après une période de conflit
ou de dictature. Le Congo est bel et bien dans cette dynamique. Donc, les fondamentaux de la justice transitionnelle sont bien connus. Elle repose Oui, sur mais sous quatre qui? Parce piliers. que moi, j'aime toujours Les poser cette quatre piliers question. de la... Je D'accord, finis, Béchard Christian. Tombé, on a beau être d'accord, les experts sont passés ici, ils ont proposé, voilà, les alternatives, ils ont proposé des programmes, ils ont dit il faut faire ci, mais sous qui? Parce que dans tous les cas au Congo-Brazzaville, après je peux me tromper, c'est la politique qui dirige le reste, qui Tout à fait. influence la justice, l'économie, tout. D'accord? Et donc, on a beau proposer ici, voilà, des solutions pourtant judicieuses, louable, Ben, mais sous Christian, quel régime? C'est ça le problème. sous quel régime le souverain peuple est détenteur du pouvoir? Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce souverain peuple est dans un engrenage de résilience négative. Ce Ben, il que s'est vous et nous couché. faisons aujourd'hui, c'est de Oui. donner les éléments de réflexion, de prise de conscience à ce souverain premier qui est le peuple. Et ce souverain premier, ce n'est pas une insulte de le dire. Nous, Congolais, nous lisons très peu. C'est peut-être à travers ces émissions qu'on arrive à éveiller les consciences. En parlant de la justice transitionnelle, dont les fondamentaux se résument autour de quatre piliers, la vérité pour établir les récits officiels des événements pour éviter le fatalisme dans l'histoire, avoir une justice où on va juger les coupables même les années après les faits et ensuite procéder. Même après leur décès. On va les rattraper Voilà, voilà. dans Donc, leur temps, et mais plus loin. ensuite, parler de la réparation, offrir des compensations aux victimes et reconnaître leurs souffrances. À ce moment-là, on peut commencer à parler de la résilience et pardon, de la réconciliation. Tant qu'on ne passe pas par ce schéma de la justice transitionnelle, je serais tenté de... Bon, loin d'être fataliste, il est impossible de pouvoir aller vers un état de droit digne de ce nom. Oui, mais L'exemple de l'Afrique voilà, du moi, ma Sud, question, elle revient, elle est récurrente. Les Congolais veulent se débarrasser du régime actuel. Il n'y a plus rien à démontrer. C'est un régime qui a échoué, qui a conduit le pays à la ruine. Tout le monde est en train de le constater. Plus d'argent. Voilà, l'éducation à terre, la santé à terre, l'économie à terre. Tout est à terre. La sécurité est tout, voilà, la sécurité, l'insécurité est grandissante au Congo-Brazzaville, tout le monde voit, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, ils sont là dans cette misère. Après, il y a des solutions à proposer, ça je dis, c'est bien, bravo. Mais comment d'abord se débarrasser de ce mais comment régime? se Ce n'est pas une débarrasser de insulte, ce... ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un, mais s'il vous plaît, lorsque les choses ne marchent pas, à un moment donné, on doit s'arrêter pour dire, écoutez, nous avons trop fait, nous avons trop donné, laissons quand même une chance au Congo-Brazzaville de se refaire. Ce n'est pas qu'on est Mais contre pour quelqu'un, laisser... non, du tout. Christian, si vous m'avez suivi, j'ai dit que le pouvoir appartient au souverain premier. Mais il est Oui, mais établi après, que il faut ce bien souverain expliquer ça. Lorsque premier, vous dites ça, nos mamans ne comprennent rien. le peuple, voilà, en d'autres termes, c'est Qui le doit peuple faire qui est quoi? détenteur du pouvoir. Qui doit faire quoi? Et ce même peuple qui est détenteur du pouvoir est enlisé dans une espèce de résilience négative, où Oui. tout est normal, où quand on a volé, c'est normal, quand on va pour prendre un casier judiciaire au tribunal et qu'on vous exige 5 000, 20 000, c'est normal. Un policier peut se permettre de bastonner un citoyen lambda sans cause réelle, c'est normal. Vous voyez, maintenant, les solutions pour pouvoir dégager ce pouvoir, c'est quoi? Ben, c'est ce que vous et nous faisons. On apporte les éléments de réflexion. Nous construisons ensemble les éléments de réflexion pour faire constater à ce peuple, regardez là où le pays est en train d'être conduit. Ils le vivent. La peur, le désengagement à la démocratie, c'est fait exprès. La misère, elle est entretenue avec toutes les formes les plus habillées possibles pour empêcher aux Congolais et au peuple de pouvoir s'exprimer. On nous a conduits dans le débrouillardisme. Vous voyez? Oui, je Pourquoi? vois Parce que Béchar Tombé-Lundu. Le temps nous tient. On va passer à un autre volet. Probablement que c'est par là qu'on va terminer, puisqu'on ne pourra plus évidemment vider tout ce qu'on avait prévu aujourd'hui. C'est la campagne électorale pour la présidentielle de 2026 qui a déjà démarré avec Denis Sassou Nguesso. C'est le cas de le dire. Ils ont
se cacher derrière, je ne sais pas, leurs petits doigts, mais tout le monde sait que Denis Sassou Nguesso est déjà en pleine campagne avec les moyens de l'État. Il s'est rendu dans la Bouenza où il est allé brandir, voilà, un maïs, d'ailleurs un morceau de maïs. Mais il fallait voir même la santé de ce morceau de maïs. Alors ici, il faut que je rappelle, il fut les années où Denis Sassou Nguesso avait crié, vous l'avez même rappelé d'entrée de jeu, autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Il brandissait, je ne sais pas, l'aubergine avec, je ne sais pas, les tomates en ce temps-là. Après, on est arrivé plus loin, il revient au pouvoir par les armes. 2021, il vient brandir le safou surtout. Comment on peut importer même les safou? Safuna Kwangae Bembadoula, c'est lui qui a dit ça. Et maintenant, on le voit dans la Bouenza aller brandir le petit morceau de maïs. Et il est tout content de ça. Après, on ne nous dit pas comment ça fonctionne. Les voies d'évacuation, c'est quoi, comment ça... Et j'ai vu l'État, comment les jeunes travaillent. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage. Je vous le propose Si j'ai vu tout le à l'heure et puis on reportage va en question, regarder. je voulais On va juste vous revenir laisser pour le poser. commentaire. Suivez d'abord ce reportage. À l'obtention de nos diplômes, nous n'avons pas pu aller à l'université par manque de finances. Du coup, nous avons décidé de revenir à la terre pour travailler, gagner suffisamment pour pouvoir continuer nos études supérieures. Cette coopérative reçoit les encouragements du président Denis Sassou Nguesso en visite de travail dans le département de la Bouenza. Puis nous avons semé du maïs et du manioc. Vous voyez, le maïs est de bonne qualité. Merci beaucoup. Vous êtes bachelière. J'ai récolté mon maïs, ouais, le plus beau maïs du pays. Alors, Béchar Tombé-Goundou, des jeunes bacheliers et bachelières, donc des intellectuels, parce que lorsqu'on a déjà le bac, on est évidemment capable d'assurer, de travailler, voilà, de tenir une entreprise. Donc des diplômés qui continuent à travailler à la houe. Et un soi-disant chef d'État, là encore, je prends ma responsabilité de le dire, qui se réjouit de ces méthodes pour dire les jeunes travaillent, les encourage comme ça, dans un monde où toutes les technologies sont dans le marché. Vous voulez faire l'agriculture, faites juste la commande, toutes les machines existent désormais. Tout existe sur le marché. Mais non, on se contente d'aller voir, visiter les jeunes qui travaillent encore à la houe, comme voilà, au vieux temps. Vous voyez de quoi je suis en train de parler là? Mais c'est une Tout à torture. fait. C'est une Ce qui torture. m'a le plus choqué dans ce reportage, c'est que euh, le président de la République, outre le fait qu'il montre son plus beau maïs, comme il le dit dans ce reportage, mais va plus loin en posant une question à cette jeune demoiselle. Vous êtes bachelière? Et à la demoiselle de dire oui et qu'il ne rebondisse, qu'il n'arrive pas à rebondir pour dire mais pourquoi est-ce que vous vous retrouvez à faire des travaux champêtres alors que vous devez continuer vos études? Manuel, avec une houe. Mais Christian, je vais vous faire un peu mal à la tête. Euh, à l'époque de Rigobert Mabundu, je pense. C'est ça? Le ministre de l'Agriculture. Figurez-vous que pour justifier la dépense de fonds agricoles alloués par les institutions internationales dans le but de pouvoir développer l'agriculture dans notre pays, on est venu acheter des chasse-neige en Europe qui sont restés des années et des années pour ceux qui allaient à la frontière en passant par Ngoyo, juste à côté de Agri-Congo. On avait des tracteurs, ils ont fini par les enlever par honte. C'est des chasse-neige sous le prétexte que c'est des tracteurs agricoles. La cruauté, vous voyez jusqu'à où le Et ce monsieur Congolais... n'a jamais été puni. Il est revenu à ce Il est revenu. gouvernement-là. Mais quand il est sorti du ministère, il a été ramené directeur de cabinet. Oui, mais du il est Premier reparti au ministre, et gouvernement. ensuite, Donc, après avoir gâché tous les milliards, il est allé acheter des chasse-neige à la place des machines agricoles. des machines Non, agricoles. le gars est là, et que, puis bon, on le ramène. C'est un technicien. Voilà, ça a réussi. ben voilà, tout ça, ça rentre dans la normalité. Vous voyez, on est dans un Mais moi, je suis pays où, choqué quand je ne sais pas si Denis Sassou Nguesso lui-même... maintenant qu'il rentre en campagne précipitamment, ça en dit long. Je pense que la pression internationale qui
l'étau qui se resserre autour de lui fait qu'il est obligé de sortir, faire des actions de masse pour pouvoir montrer à l'échelle internationale que Oui, mais toujours en vous ne, train vous de ne voulez tricher. plus de C'est ça qui n'est moi, pas mais bien. vous voyez Hein. que j'ai encore la population qui est derrière moi, regardez les masques que je traîne. Ça, moi, j'appelle ça du sensationnel médiatisé Oui, mais et ça moi, fait moi, c'est un que peu cette comédie, voilà, cette façon de faire des choses, et qu'ils ignorent. Tout à l'heure, j'ai rappelé que nous sommes tout de même à l'ère du numérique où tout se sait, tout le monde sait ce qui se passe. Vous voyez, en 2021, la campagne présidentielle 2021, on lui avait tendu une malle d'argent, mallette d'argent. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était 100 millions de francs CFA liquides. Un chef d'État. Donc là, oui, il se balade comme avec. pour dire que c'est le peuple, C'est grave. c'est le, c'est le Mais on ne peuple peut qui pas a balader 100 cotisé pour millions comme ça, soutenir. liquide. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Déjà là, il y a un problème. Et lorsqu'il est allé dans la Buenza, vous avez vu, après qu'il agite son petit morceau de maïs, la demoiselle lui a tendu une enveloppe. Donc, celle-là qui a même les difficultés de se nourrir, c'est elle qui prend son argent dans une enveloppe qui tend voilà, à Denis Sassou Nguesso pour dire ça, c'est notre contribution pour la campagne présidentielle. Sur le terrain, constaté et que les jeunes sont mobilisés, je l'ai dit hier, et j'ai vu cette belle jeune fille bachelière en plein cœur des populations se présenter à nous et nous remettre même une enveloppe fruit de son travail. Une jeune fille bachelière, paysanne, à Mwindi. Et il prend ça, il est content, il sourit. Mais on sait comment ça se passe, Christian. Je n'ai pas honte de le dire. On sait comment ça se passe. Cette enveloppe, ça doit être le ministre de la contrée ou le député de la contrée qui l'a mis dans les mains de cette dernière pour pouvoir présenter au chef de l'État. Les méthodes, on les connaît, Christian. Donc, on arrête de nous prendre jusqu'à là pour des pauvres, des derniers venus à nous présenter ce genre d'éléments. Malheureusement, c'est ce qu'ils font. Et c'est ça, le mépris. Voilà. Mais je vous ai dit que dans une situation de désordre absolu, lorsque la vitesse augmente, l'ordre s'établit seul. Si vous avez compris cette maxime, vous comprendrez, vous me direz d'ici à 2026, au sortir des élections, comment ça se fait que ce monsieur s'est retrouvé dehors. J'ai envie de dire à bon entendeur, salut. Alors, Denis Sassou Nguesso a parlé et est revenu sur ces 12 hôpitaux. Vous vous souvenez de la campagne donc, du programme 12 hôpitaux généraux Congo-Brazzaville, c'était 2014. Le lancement a été fait et aujourd'hui, on peut dire, voilà, 11 ans par là, 12 ans presque. De la vraie poudre aux yeux pour rebondir sans vous laisser poser votre question parce que je me suis amusé à faire un point sur les fameux 12 hôpitaux. Je vous choque un tout petit peu. Savez-vous que le département de l'Alekumu, l'hôpital dit central, a un budget mensuel de 45, une dotation mensuelle, pardon, de 45 000 CFA le mois? Est-ce qu'on est sérieux? Comment ça? La dotation de l'hôpital de Sibiti est de Oui, donc 45 dotation, 000 j'entends tout ce francs qui est CFA. matériel, gants et autres. 45 000, Exactement. on achète quoi avec? 45 000 francs CFA, c'est coché dans le budget par mois. Est-ce qu'on est sérieux? Et puis le responsable de cet hôpital accepte de travailler comme ça. Ben, ils ont plus d'une fois essayé de rencontrer le ministre, d'en parler même au niveau de Radio Congo, mais personne n'a réagi. Mais voilà, c'est L'hôpital une de volonté de Makavana nuire. aujourd'hui est dans la forêt. Donc, toute une ville avec un ministre d'État, mais qui n'a pas un hôpital qui fonctionne. Comment ils font pour se soigner? Est-ce que vous vous rendez compte Bon, qu'on mais la vient nous parler santé, des 12 hôpitaux, d'accord. Vous avez l'hôpital militaire là, dans le cadre de cette construction. oui. Tous les gros œuvres sont finis. Ça fait plus de 3 ans, 4 ans que cet hôpital, aucun
zéro le travaux. problème, c'est qu'il a même reconnu, il faut le suivre dans son discours, il reconnaît que tout ce qu'ils ont engagé comme travaux pour les 12 hôpitaux, et les hôpitaux se retrouvent voilà, dans l'herbe, et ça ne l'inquiète pas, il pense que c'est normal, il dit non, nous n'avons pas abandonné, on va continuer, les moyens nous manquent, mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'ils ont décaissé 700 milliards. Je répète, 700 milliards de francs CFA décaissés pour ces hôpitaux. Donc la moyenne, c'est presque 53 milliards par hôpital. Et on nous dit que ces travaux ont été abandonnés maintenant dans l'herbe. Lui-même, il le constate et personne n'est interpellé. Le jour de mon arrivée à Madingou, sur le trajet du stade vers le centre de la ville, j'avais arrêté mon cortège parce que je passais à côté de l'hôpital général en construction et j'ai constaté que l'hôpital général en construction était dans la brousse. Dans la brousse. Et quand je suis à Brazzaville, je regarde la situation de ces chantiers. Nous avons lancé pour le pays 12 hôpitaux généraux, plus l'hôpital central des armées, ça fait 13. Et nous avons engagé des sommes importantes. C'est des milliards de francs CFA. On est arrivé dans une conjoncture difficile qui ne nous a pas permis de pousser ces travaux jusqu'à la fin. Mais cela ne signifie pas que nous avons abandonné ces projets et que la forêt devait reprendre ses droits et tout ce que nous avons réalisé là-bas était considéré comme perdu. Non. Il y a un plan du gouvernement. On ne peut pas les réaliser tous les 13 au même moment. C'est ça le problème de Sassou Nguesso. Christian, vous voyez, là encore, vous Et donnez même un dans son élément... discours, je vais chuter par là, vous l'entendez dire que les travaux sont arrivés à 70%. Le mensonge, en fait. Je préfère vous laisser écouter. Suivez. C'est des milliards de francs CFA qui ont été engagés dans ces chantiers. Et les gros œuvres sont arrivées à hauteur de 70%. Tous les hôpitaux, de tous les départements, réalisés. Et c'est plusieurs dizaines de milliards de CFA. Et on n'a pas jeté comme ça plusieurs milliards de CFA. Ce n'est pas possible. Bien voilà, alors Béchar Tobelundu, il dit les travaux sont arrivés jusqu'à 70%. 70% Mais avant de réagir, et 91%. Ben, vous comprenez que en fait, il ment. Même lui ne et ne maîtrise se rend pas compte qu'il ment. Il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Vous revenez à ce que j'ai dit, ces discours, il prend connaissance quand il lit, quand ça se referme, il perd, et quand il ouvre un autre, donc la confusion, l'amalgame ne peut que s'imposer. Dans la mesure où... Quelqu'un disait, ils mentent, ils savent qu'ils mentent, ils continuent à mentir. Nous savons qu'ils mentent, mais ils continuent à mentir. Alors, je vais vous proposer un autre extrait, toujours de Denis Sassou Nguesso, qui parlait des hôpitaux. Vous voyez qu'en 2025, où nous sommes en 2025, en mars 2025, il dit, les travaux sont à 70%. Alors qu'il y a bien des années avant, au cours d'une interview, il disait les travaux étaient à 75%. Je vous propose de le suivre. Écoutez. Nous avons programmé la construction de près de 14 hôpitaux, 12 pour les départements, un hôpital central des armées, l'hôpital mère et enfants qui est terminé, qui est en fonctionnement. Les autres sont à presque 75% pour les grosses œuvres. Mais tous ces chantiers ont été arrêtés, ils sont suspendus à cause de l'effondrement des cours du pétrole. Mais nous avons bon espoir qu'ils seront relancés. Nous avons lancé pour le pays 12 hôpitaux généraux, plus l'hôpital central des armées, ça fait 13. Et nous avons engagé des sommes importantes. C'est des milliards de francs CFA qui ont été engagés dans ces chantiers.
Et les grosses œuvres sont arrivées à hauteur de 70%. Tous les hôpitaux de tous les départements réalisés, et c'est plusieurs dizaines de milliards de CFA. Voilà, alors Béchar Tombeloudou, est-ce qu'on peut continuer à mentir comme ça et puis se sentir à l'aise? Ben, c'est chacun qui assume les actes qu'il pose. Il y en a de ceux qui trouvent le substantiel de leur existence dans le mensonge et quand il n'y a pas mensonge, ils ne peuvent pas vivre. Vous comprenez que si on retire à ce gouvernement le mensonge, ils sont morts. Donc, c'est l'élément, c'est leur crème, c'est leur substance première, c'est l'exilire de leur mode de fonctionnement. Il faut qu'on le leur accorde. Maintenant, au peuple congolais à qui nous donnons les éléments de réflexion de construire ce qu'il faut pour pouvoir leur dire stop. Il faut qu'on arrête. On va peut-être bientôt vers la fin, mais moi je vais te poser une question parce que sur cet aspect-là, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais probablement qu'il avait oublié les chiffres. C'est quand même bon, moi je l'appelle chef de groupe, le chef d'État. Il avait probablement oublié, il a confondu les chiffres. Vous êtes de cet avis-là, on peut les confondre comme ça là Non, on ne peut pas. 10. Je ne le lui accorde pas cette fois-ci. Le bénéfice du doute, on peut se tromper, oui, mais se tromper à ce point, non. Parce que je pense que quand il vient réaliser une interview, il prend le soin de prendre Ça se connaissance prépare, oui. des éléments pour lesquels il va intervenir. D'aucuns diraient même qu'il a une mémoire d'éléphant, il n'oublie rien. Mais arriver à oublier les chiffres, là, je suis étonné parce que sa mémoire d'éléphant lui donne le référentiel de quelqu'un qui se souvient de tout dans le moindre détail, pardon. Mais comment ça se fait qu'il arrive à confondre les chiffres? Mais ça, je Comment on pensais peut que c'était un l'expliquer? mode de fonctionnement de ce Donc, gouvernement. Pareil avec Colidé aussi. Lui aussi, il a adopté le même comportement où il balance les chiffres. Après, bon, il se rend compte que ce n'est pas ça. Je vais vous proposer de suivre cette fois-ci Anatole Kouliné-Makosso qui parlait de la dette du Congo. Ils œuvraient de sorte à ramener ça à 70%. C'est ça, je crois qu'il l'a raconté. On l'écoute. Arrivé en poste, c'est-à-dire en mai 2021, vous avez trouvé un pays endetté à hauteur de 98% de son PIB, c'est-à-dire la richesse produite par le pays. Et un de vos chantiers principaux, c'était de redresser la situation financière. Vous en êtes où aujourd'hui? Déjà rétablir la confiance avec les partenaires techniques et financiers, notamment les bailleurs, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et ça, vous constatez que c'est quelque chose d'acquis. Oui, vous parlez de 98, mais il arrivait que sur vos antennes, les gens montaient la dette à 107, 108%. Toujours est-il qu'effectivement, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, elle est à combien? Elle est autour de 91%, si je ne m'avance pas trop, mais 91%. Une baisse de 7 points. Oui, déjà. Et l'objectif pour nous, c'est de réussir à atteindre les critères de convergence de la CEMAC, c'est-à-dire ramener la dette à 70%. On espère pouvoir y arriver. Et voilà, plus tard, il se retrouve devant le Sénat, donc le Parlement, et là, il change de langage, ce n'est plus 91%, on est reparti presque à 100%, donc à 98%. Suivez. Il nous faut tout mettre en œuvre pour réduire le service de la dette, apurer cette dette progressivement, qui était arrivée en 2021 à 116% du PIB. Tout le monde devrait se le rappeler. Oui, nous devons garder l'espoir. Nous devons rester optimistes. Les résultats sont encourageants car les derniers indicateurs qui m'ont été communiqués montrent que par rapport au produit intérieur brut, le taux d'endettement qui était à 116% maintient sa tendance baissière et tourne aujourd'hui autour de 88 et 90% du taux national du PIB, du produit intérieur brut. Mais même Voilà, les ça c'est Anatole 100%, Kouliné-Makosso. même les 100% Christian Perrin ou les 91% dont il fait allusion, là encore, c'est de la poudre aux yeux parce que la dette du Congo, jusqu'à preuve de contraire, est déclarée de façon opaque. On ne nous parle pas des engagements que la SNPC prend
pour pouvoir alourdir cette dette. La dette du Congo, aujourd'hui, si on fait ce qu'on appellerait l'audit de fond en comble, on est à plus de 120% en intégrant la réalité de cette dette avec les engagements de la SNPC. Donc vous vous rendez compte que ça, c'est de la pure insulte. C'est une injure publique et ça mérite un emprisonnement pour M. Kouliné Makosso qui vient amuser la galerie en évoquant ces chiffres. Et ce qui est paradoxal, je le dis une fois de plus, c'est que quand ils vont s'endetter, ils font la fête. Comment on peut expliquer? Comment on peut expliquer que vous allez vous endetter et vous êtes content de pouvoir réaliser cet exploit-là, alors que le pays regorge des potentialités énormes à pouvoir générer et diversifier l'économie. On n'a pas besoin de pouvoir aller s'endetter. Le Mali et le Burkina Faso sont des exemples concrets. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que le Congo n'est pas en mesure de faire? Nous avons 10 millions 10 millions de terres arables, dont 2% seulement est exploité. Vous voyez? Le potentiel 2%. hydroélectrique, je le dis assez souvent ici, l'ensoleillement, tout ça, c'est des sources de revenus. On peut même oublier le pétrole. Mais cependant, tout ce qu'ils savent faire, c'est de fabriquer des projets. Le cas de ECAREC, qui ils ont su qu'il y avait une enveloppe sur Près les de projets 300 électriques. milliards de dollars, Sur quelque les part. projets électriques, ils nous ont fabriqué une restructuration de cette structure pour aller lever les fonds et par la suite nous conduire de là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, Bien il faut voilà, en qu'ils tout cas, arrêtent. Peuple malheureusement, je congolais. suis désolé, Béchar Tombelundu, nous sommes à la fin de l'heure. Je vais vous laisser donc conclure. Mais sur cette question, vous avez vu que Pascal Tatima Diala a accompagné voilà, la délégation de Denis Sassou Nguesso. Je ne sais pas si c'était à Madingu ou voilà. Il a accompagné donc Denis Sassou Nguesso alors qu'il est supposé être le chef de file de l'opposition. Et je vous ai dit que Denis Sassou Nguesso en pleine campagne, je vous ai donné un élément de preuve. On lui tend même une enveloppe pour continuer sa campagne voilà, présidentielle. Et après, les gens ont dit, ben, écoutez, il est le député de là-bas, c'est normal qu'il se retrouve dans cette délégation. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça sera la fin de ce décryptage. Ben, Christian, sur cet élément de Tatima Biala, je réalise là une consternation sans précédent. Euh, on est habitué à ça. La preuve, c'est toujours au sein de l'UPADES que le pouvoir essaie de trouver euh, les moyens d'enfoncer le pays. Il y a eu, au sortir de la guerre, Kinumukiambungu qui a conduit ce parti. Au final, il a été chassé pour aller créer son propre parti. Là, on a encore voilà, une deuxième marionnette qui joue le jeu du pouvoir en mettant en avant le parti du professeur Pascal Issouba, un parti qui a fait ses preuves avec la possibilité et l'opportunité d'être implanté sur toute l'étendue du territoire national, un bijou de ce genre que M. Tatima Biala est en train d'écraser en nourrissant ses appétits personnels. C'est vraiment triste alors que par cet outil, on aurait pu avoir ce qu'on appelle une vraie opposition. Malheureusement, le ventre prime avant la République, vous pouvez le comprendre avec moi. Et comme quoi les masques sont tombés. Merci Béchar Tombelundu d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en ressources humaines, économiste, ancien directeur des ressources humaines, écrivain et spécialiste aussi, hein, voilà, analyste économique. Et je crois que cette fois-ci, j'ai décliné toute votre identité. Bon, c'est vrai que vous êtes chef d'entreprise aussi, que c'est toujours bien parce que c'est ça aussi la transparence. Les Congolais Tout à doivent fait. La savoir. transparence, c'est bien celle-là. C'est pour ça que moi, personnellement, je refuse de voir le Congo sombrer dans un état de soumission permanente. L'heure est venue d'éveiller les consciences, de combattre ces biais cognitifs qui nous enferment dans une passivité et de poser les bases d'un état de droit fondé sur la justice, transparence et la prospérité collective. Je marque ma disponibilité à participer à cet éveil de conscience
collective. Merci encore à R7 pour ce temps qu'il nous accorde à contribuer à construire les éléments de cette belle révolte, je me permets le mot aujourd'hui, pour que Denis Sassou Nguesso et sa bande se retrouvent hors d'état de nuire. Merci. Je vous en prie, grand merci donc au nom de l'équipe de R7 de nous avoir en fait visité aujourd'hui et d'avoir participé à ce décryptage de l'actualité socio-économique et politique du Congo-Brazzaville. Et c'est la fin de ce numéro, mesdames, messieurs. Merci de cliquer sur le petit pouce en l'air. C'est juste en bas de la vidéo. C'est très simple à faire. Ne soyez pas égoïstes, s'il vous plaît. Parfois, quand on vient lire les statistiques, on est à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000. Mais voilà. Parce que lorsque vous ne cliquez pas sur le petit pouce, quand vous ne partagez pas, quand vous ne commentez pas, ça nous met en difficulté, voilà, notamment au niveau de l'algorithme. Et c'est comme ça que ça fonctionne sur les réseaux que nous utilisons pour vous informer. C'est votre petite contribution, c'est tout ce que nous vous demandons à faire. Merci. J'espère que vous l'avez fait et on se retrouve très prochainement. Merci.